Parole de Sup, c'est maintenant, présenté par Corentin BJR. Bonjour à tous, bienvenue dans Parole de Sup, épisode 3. Cette semaine, on part du côté de la NFL, on change de sport et on change de continent puisqu'on va prendre la direction des États-Unis et on va parler des Buffalo Bills. Et aujourd'hui, j'accueille Pierre de Buffalo Bills FR. Tu me reprendras sur le compte Twitter exactement. Bills France, pardon. Et en tout cas, merci à toi Pierre d'avoir accepté. Bonjour à toi. Bonjour à tous et ouais, avec plaisir. Pierre, je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté. Donc, tu es la première franchise NFL, pas de pression. Je ne sais pas si tous les auditeurs auront les basiques football américain. S'il y a des termes un peu techniques, on reviendra dessus. Mais en tout cas, ouais, je te remercie une énième fois d'être venu. Sans plus attendre, on va pouvoir passer au sommaire de cette émission, comme d'habitude. Hein. Je te laisserai te présenter, nous dire d'où tu viens, quel âge tu as, etc. On parlera ensuite un petit peu plus en profondeur des Bills, la présentation de l'équipe, de la franchise, l'historique de cette dernière. Et ensuite, tu nous parleras un petit peu plus de ta relation avec les Buffalo Bills. Voilà, depuis quand tu les supportes, et etc. Si tu as quelques anecdotes, ta relation avec le compte Twitter, pourquoi tu l'as créé. Voilà, quelques souvenirs ensuite de supporters, quelques déceptions, il y en a peut-être des plus récentes, des moins récentes. Et on terminera avec un petit retour sur la saison qui vient de se terminer pour les Bills, parce qu'à l'heure où on finit ce podcast, les Bills ont été éliminés contre les Chiefs samedi dernier, donc, dimanche dernier, pardon. Donc on reviendra légèrement sur la saison qui vient de s'écouler, peut-être parler un petit peu plus du futur. Voilà. On pourra attaquer tout de suite. Pierre, écoute, la parole est à toi. Allons-y. Je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc du coup, moi c'est Pierre. Comment je suis breton, mais aujourd'hui à Nantes. Comment j'ai 27 ans et comment on tire sur les 28 bientôt. Et comment que dire de plus à la base j'étais footballeur et rugbyman et je suis arrivé au football américain assez tardivement en passant par le basket et la NBA en point de contact entre les deux. Et aujourd'hui par contre c'est majoritairement le football américain que je suis. Enfin quand je dis majoritairement c'est un bon 95%. On regarde toujours un petit peu de rugby et puis de temps à autre un peu de basket et de foot aussi quand même. Eh ben, écoute, ça va être intéressant d'avoir ton parcours un peu plus en détail plus tard et savoir comment tout ça t'a amené au football américain. Merci pour cette présentation. Puis on enchaîne sans transition sur petite présentation du coup des Buffalo Bills, hein, qui est le thème de ce podcast. J'ai noté rapidement, c'est une présentation très Wikipédia, hein, mais fondée en 1960. Les Buffalo Bills, propriété de la famille Pegula depuis 2014, qui a racheté à l'historique propriétaire Ralph Wilson Jr. Jusque-là, est-ce que tu me suis? Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Le coach est Sean McDermott depuis 2017, donc ce qui fait Oui. une belle longévité. Et voilà, on reviendra sur la rivalité peut-être plus tard, mais juste pour évoquer, c'est ce que j'ai trouvé, tu me diras si c'est vrai ou faux, qu'il y a une petite rivalité ou même une grosse rivalité avec les Patriots, et j'ai vu aussi les Dolphins. C'est ça, C'est ça? on en parlera un peu après, mais c'est le Exactement. principe en fait des divisions en football américain fait que les équipes de ta division que tu joues beaucoup plus régulièrement, bah, c'est clair que c'est avec eux que tu vas développer une petite rivalité. Exactement. Donc, ouais, deux titres j'ai noté en AFL, donc qui était avant la fusion avec la NFL, hein, dans les années 60. Tout à Donc, fait. pas de titre NFL, et il y aura une belle histoire de Super Bowl, ou en tout cas plutôt triste histoire de Super Bowl pour les Bills, sur laquelle on reviendra peut-être plus tard, hein, et également dans l'historique. Est-ce que tu as des points que tu aimerais rajouter dans ce que je viens de dire dans une présentation qui reste très brève? Non, comment sur la ouais donc création par Ralph Wilson du club à l'époque en 1960.
Le stade a été pendant longtemps appelé The Ralph aussi pour ça. Et le stade, du coup, il y en a un qui est en tout début de construction et qui devrait sortir de terre en 2026. Un nouveau stade parce que l'autre était un peu plus, c'était compliqué de le retaper. Au niveau de la famille Pegula, qui est propriétaire depuis 2014, le petit fun fact, c'est que la fille est tenniswoman professionnelle, c'est Jessie Pegula, qui est Exactement, à ouais. peu près top 5 côté WTA. Où on voit souvent des petits crossovers du coup avec les Bills et tout, avec des fans des Bills qui vont la supporter et elle qui porte des messages pour les Bills aussi, donc c'est toujours sympathique. Et tu as évoqué Sean McDermott, du coup notre coach, et donc du coup il y a notre GM, donc le general manager Brandon Bean, les deux sont arrivés en même temps en 2017. Et comment ils ont au bout d'un moment maintenant, ils sont arrivés à être le troisième, le duo qui a duré en poste actuellement, le troisième le plus long pour la NFL parce qu'il y a quand même ça bouge beaucoup en NFL et donc ça commence à on est déjà troisième à égalité en termes de durée de vie de ce duo dans la franchise. Après, mine de rien, ça fait déjà 7 ans, donc ce qui est quand même relativement important dans quel que soit le sport. Non, non, totalement. Donc, mais ouais, juste pour préciser, peut-être si les gens n'arrivent pas à situer les Bills, donc c'est dans l'État de New York, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc c'est l'État de New York aux États-Unis. Donc c'est l'État qui contient la ville de New York, mais qui est aussi très très grand. Et nous, Buffalo, c'est totalement de l'autre côté de l'État de New York. C'est à l'opposé de New York et à 2 ou 3 heures. Par contre, en fait, Buffalo, c'est juste à côté des chutes du Niagara. Pour ceux qui pourront peut-être l'aider à le repositionner, les chutes du Niagara sont à 20 minutes. Comment c'est au niveau de la frontière canadienne, tu as Toronto qui est de l'autre côté des lacs. Ça fait Toronto, chute du Niagara, Buffalo et à vol d'oiseau, c'est quelque chose comme 1 heure, quoi, ce genre de truc. Donc, on est vraiment de ce côté-là. Et pour ceux qui vous avez peut-être déjà aperçu le logo, comment c'est un gros bison bleu. Et donc, la prochaine fois que vous verrez ce logo, vous direz ah tiens, ça c'est une équipe NFL. Exactement, du coup, tu me fais une transition parfaite pour parler un petit peu de l'historique du club, fondé du coup entre guillemets, fondé et nommé en rapport avec Buffalo Bill, le fameux personnage de la conquête de l'Ouest. J'ai lu la petite histoire, je l'ai pas en détail, je sais pas si tu la connais toi parfaitement en détail. Non, je t'avoue que c'est pas quelque chose qui m'a plus intéressé que ça Ouais, au final. Comment je peux comprendre juste pour voilà, la faire en rapide de ce que j'ai lu. En tout cas, le nom a été créé suite à un concours, hein, ce qui est plutôt marrant. Hein. Que le terme, l'appellation Buffalo Bills a été soumis par un partisan, un participant du concours, donc voilà, qui trouvait ça marrant de donner Bill à Buffalo, donc voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait une société pétrolière qui s'appelait aussi Bill quelque chose, qui du coup a été poussée à investir dans la franchise au tout début, juste pour le jeu de mots, donc assez marrant tout autour de ça. Au niveau de l'histoire du club, je te laisse peut-être prendre la main un petit peu, voilà, te parler un petit peu du coup des rivalités, de ce genre de choses, peut-être des cas de Super Bowl, on peut entamer l'histoire ouais, aussi dès ouais, maintenant. on peut parler de ça. Donc du coup, comment Corentin l'a bien expliqué, donc club créé en 1960. Donc à l'époque en AFL, donc AFL c'est American Football League parce qu'à l'époque, comment il n'y avait pas une seule ligue majeure. C'était encore le développement du sport un peu professionnel. Donc il y avait une ligue concurrente qui était l'AFL et la NFL, qui ont fini par fusionner dans les années, moi je sais plus, mais je crois que c'est 80, 90, je sais Je plus peux regarder en exactement. détail. Ah non, c'est 1970 la fusion AFL-NFL, je crois. Et donc du coup, c'est ça, donc une équipe qui a gagné 2 fois au tout début et qui derrière a été un peu compliquée avec par contre des moments de haut et de bas, mais jamais la grande victoire après cela. Et comment t'évoquais cette histoire, il y a des Super Bowls pour Buffalo. Buffalo est une des franchises qui n'a jamais remporté le Super Bowl de la NFL.
et qui malheureusement a eu une période où comment ils ont enchaîné 4 Super Bowls de suite, tous perdus. C'était bon, c'est quelque chose pour lequel je n'étais pas né vu que c'était dans les années 90, comment 88, 89, 90, 91, et comment c'est quelque chose qui a été vraiment traumatisant pour beaucoup de gens. Il y a un documentaire ESPN Ouais, par sorti for rapport à sorti. ça. C'est ça, donc Sortie for Sortie, c'est les types de documentaires. Le titre de celui-là, c'est les The Four Falls of Buffalo. Donc ça fait une blague aussi avec Niagara Falls qui est à côté, évidemment. Mais donc du coup, ouais, ces quatre défaites de suite qui ont fait très mal et qui malheureusement ont, ont mené aussi par la suite à une grande période de disette, comment où les Bills n'ont plus été en playoff, entre 99 et 2017. Donc aujourd'hui, là, on est sur une période beaucoup plus positive. Mais il y a eu une période ouais, de vache maigre très importante pour les Bills, qui était une des pires équipes de la ligue, un peu la risée de la ligue. Et Ouais. tu parlais des rivalités. Au niveau des rivalités, donc du coup, le fonctionnement de la NFL, c'est un peu comme la NBA avec deux conférences, qui séparent les 32 équipes en 16 et 16. Et dans ces 16 équipes de chaque conférence, tu as des divisions. Donc nous, on joue en AFC East. Parce qu'on est quatre équipes qui sont plutôt côté de l'est de la carte avec les Jets de New York, les Patriots de la New England, donc qui sont basés à Boston, et les Dolphins de Miami. Bon, Miami, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, qui sont plus au sud en Floride, mais qui restent quand même sur la côte est. Et donc du coup, effectivement, il y a une rivalité quand même avec ces trois clubs qui existent. Parce que c'est les clubs que les Bills ont le plus joué, en fait, tout simplement. Il y a aussi périodiquement des petites rivalités qui peuvent exister en fonction des hauts et des bas de chaque franchise et de ce qui peut se passer. Mais c'est clair que les matchs de division, ça représente un peu ce que le derby de clocher peut être en France dans le foot. Hein. Commencer les matchs qui sont toujours, même s'il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, c'est jamais donné. Il y a tout le monde qui se donnera toujours à 110%. Donc c'est là où il y a les trois vraies rivalités pour les Bills. Bah écoute, ça me paraît être un bon tour d'horizon. Juste, je regardais les 4 finales, ouais, c'est entre 90 et 93. Ah oui, pardon. Et il n'y a pas de souci. Juste, je regardais en détail. Et la création de la vraie ligue NFL, en tout cas de la fusion entre les deux, c'est 1966. Ouais, juste pour confirmer, juste checker vite fait. Donc ouais, bon tour d'horizon. Au niveau de la présentation de la NFL, pour ceux qui n'imaginaient pas bien. Donc ouais, c'est une franchise quand même assez mythique, hein, qui est fondatrice de la NFL. Et on peut avancer un petit peu du coup sur le passé à court terme. Tu disais que ça allait mieux ces derniers temps. On a parlé du coup d'un tandem qui était là depuis 2017. Et 2017, c'est l'arrivée ou un an avant l'arrivée de Josh Allen aussi. Donc un peu plus de stabilité. Puis une fois que tu as trouvé ton axe head coach, general manager et quarterback, ça va direct un petit peu mieux aussi en NFL. Non, c'est clair. Donc, en fait, en 2017, la première année de McDermott et Brandon Beane, du coup, notre duo general manager et head coach, ils ont réussi un peu miraculeusement à remettre pas en remportant la division, parce que en fait, à l'époque, il y avait du coup 6 places en playoff, mais tu as toujours les 4 vainqueurs de division plus les deux meilleurs qui restaient. Et ça s'est joué au fait qu'on n'avait pas notre destin entre les mains et il fallait qu'on gagne notre match et que l'autre match, donc que les Bengals battent les Ravens, donc qui sont deux autres équipes d'une autre division, mais qui sont dans la même conférence. Et donc il y a des images comme ça où on voit toute l'équipe dans les vestiaires en train de regarder la fin de notre match. Et comment c'est quelque chose aussi qui a été magnifique, c'est que ça s'est bien passé pour nous. Et en fait, les supporters de Buffalo, il y a toute une communauté qui s'appelle la Bills Mafia, en fait c'est parce que c'est comme ça a été appelé comme ça. Et en fait ils sont connus pour être à la fois présents dans tout le pays, se déplacer tout le temps pour tous les matchs et tout, être très présents, être un peu fous aussi parce que
là où on les reconnaît, c'est qu'ils sautent sur des tables un peu pour péter des tables en plastique. Bon, je dis qu'ils étaient gentils, pas qu'ils étaient intelligents, hein, et j'en fais partie évidemment. Mais surtout, il y a tout un côté assez de générosité parce que du coup, le quarterback qui avait des Bengals qui a gagné ce match et qui nous a permis de retrouver les playoffs après quasiment 20 ans de disette. Du coup, il y a tous les gens qui ont commencé à donner comment pour sa fondation de charité. Et il y a eu plus de 500 000 dollars qui ont été donnés pour sa charité à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui arrive régulièrement, comment aussi. Et donc ouais, depuis que McDermott est là, ça va beaucoup mieux. Même s'ils ont fait un espèce d'énorme coup de poker du coup en 2017 où ils retrouvent les playoffs, mais ils décident de se séparer quand même de leur quarterback à ce moment-là qui s'appelait Tyrod Taylor, qui est un quarterback correct, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Et donc du coup, en fait, c'est l'idée que bah, si tu peux pas aller tout en haut, ça sert un peu à rien d'être bloqué dans le dernier tiers, enfin d'être positif, mais pas forcément tout en haut. Donc du coup, ils ont trade ce quarterback, donc envoyé ailleurs en échange de pics et compagnie, donc de choix de draft. Et ils ont fait le choix de partir sur Josh Allen du coup en 2018, donc sur la draft de 2018, en avril 2018, comment donc qui précède la saison 2018. Et comment un choix discuté à l'époque, vu que c'était quelqu'un qui avait un potentiel extraordinaire, mais qui partait un peu de loin aussi. Bon, ça s'est très bien passé pour les Bills qui ont réussi à bien le développer et Josh aussi a réussi à bien se développer par lui-même. Mais c'était un vrai coup de poker, un coup de poker qui a fonctionné. Et aujourd'hui, du coup, depuis ce moment-là, comment les Bills sont en playoff 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, donc tous les ans et ont même remporté du coup ces 4 dernières années la division, donc l'AFC East. Donc c'est quand même très très positif de ce côté-là. Bah, très bien, parfait. Merci. On peut revenir un petit peu aussi sur le nouveau patron de la franchise, en tout cas depuis 2014, c'est Terence Pegula qui avait racheté donc avec sa femme les Bills. Après, je fais un petit compte rapide, 54 ans de gouvernance pour Ralph Wilson Jr., donc une longue, comment dire, un changement de main quand même assez significatif. Terry Pegula, donc, qui était le propriétaire également de la franchise NHL, si je dis pas de bêtises, de Buffalo. Oui, c'est Donc, ça, les Sabres. ouais, qui est originaire de Pennsylvanie, donc pas si loin de l'état de New York et des Bills. Donc il a déjà mis un petit pied à l'étrier ici. Je fais une rapide présentation. Donc voilà, à l'heure actuelle, 72 ans, qui a fait fortune, donc qui est un milliardaire qui a fait fortune dans le pétrole et le gaz, et qui est donc devenu par la suite, après, un homme d'affaires, et qui a donc investi dans des franchises sportives et donc dans l'immobilier, enfin ce genre de choses que font les personnes avec un petit peu d'argent. Est-ce que peut-être que tu ne sauras pas me répondre, mais je demande. Est-ce que en tout cas, je sais pas depuis combien de temps pour le moment, on garde la surprise pour plus tard, tu suis la franchise. Est-ce qu'il y a un avant et un après quand même entre un changement de main significatif comme celui-là? Est-ce que tu peux voir les actions de Alors, Terry Pegula? il y a toujours un avant et un après sur ces sujets-là, sachant que Ralph Wilson était un des créateurs, fondateurs et qu'il a tenu le club jusqu'à son décès malheureusement. Donc oui, il y a un changement, mais là où on voit les actions de Terry Pegula, c'est que là où d'un côté c'est un excellent owner, c'est que il fait des chèques et il dit rien. Et donc c'est tout ce qui importe parce qu'il y a beaucoup trop de clubs malheureusement où les présidents, les propriétaires, comment en fait n'ont pas de connaissances spécifiques dans le sport, mais veulent jouer avec leur investissement. Et du coup, ça amène à des moments un peu plus compliqués, avec des décisions qui n'ont pas vraiment de sens d'un point de vue sportif. Et donc là, de ce côté-là, Terry Pegula, il a dit, bah, je veux un general manager, je lui fais confiance. Tant que ça fonctionne bien, bah, montrez-moi que ça se passe bien. Et parce qu'il y a tout un parti de gestion de cap space, vu que la NFL est une ligue avec un cap salarial fini, donc avec des limites théoriquement, mais sur lequel tu peux jouer un petit peu via des écritures comptables et tout, donc avec
Tu peux déplacer de l'argent, en fait, tu les payes avant, mais donc du coup, tu décales l'argent. Mais pour ça, il faut que ton owner ait les reins solides et puisse faire du coup les chèques en avance de phase, entre guillemets. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, Thierry Pegula est excellent parce que il ne rechigne pas à la tâche, parce qu'entre guillemets, c'est de l'argent qu'il aurait dû dans tous les cas. Et c'est juste que faut des fois, faut avoir les liquidités aussi de pouvoir lâcher d'un seul coup 50 millions en plus qui n'étaient pas prévus, ce genre de choses. Ça reste quand même, voilà. Mais donc c'est très bien de ce côté-là. Donc non, très 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 bon. Après, certains diront qu'il ne prend pas assez justement et qu'il ne s'implique pas assez pour aller faire gagner les Bills. Malheureusement, ça c'est chacun aura son avis dessus. Ça divise toujours. Mais oui, comme tu dis, en tout cas, c'est sûr que pour gagner, de toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. C'est comme en NBA ou ailleurs, il faut sortir le chéquier et ça aide toujours. Je pense qu'on est un petit peu complet sur l'histoire de l'équipe. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié que tu voudrais rajouter. Non, 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 surtout que la partie la plus moderne, on en parlera Mhm. ensuite dans Exactement, Super ouais, Touring. vers Josh Allen, tout ça. Et notamment de la dernière saison. Bah écoute, on va rentrer un petit peu plus en profondeur sur toi, Pierre. On va parler un petit peu plus de ta relation avec les Bills. Donc, du coup, depuis quand tu es supporter, quelle est l'histoire? Comment es-tu passé d'un sport à un autre pour arriver au final devant les Buffalo Bills? Parce que quand on parle franchise NFL et encore plus dans les dernières années, on pense plus aux Chiefs, on pense plus aux Patriots. Comment du coup est-ce que tu es tombé sur les Buffalo Bills? Yes, mais du coup, comme je t'ai dit en préambule, moi à la base, je suis rugbyman, j'ai joué même à bon niveau en réserve de Fédéral 1 et compagnie, donc c'est du niveau très haut niveau amateur. Et bon, après, arrivé à la fin de mes études, j'ai dû faire une décision et j'ai arrêté le rugby. Enfin, j'ai continué, mais à un petit niveau juste pour le plaisir. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à suivre petit à petit un peu aussi, en plus du rugby, j'avais commencé à suivre la NBA pas mal. Et donc, du coup, je suivais pas mal la NBA, j'ai même fait des rencontres de gens comme ça qui étaient très fans. Et un jour, il y a des gens qui m'ont dit, Pierre, vu qu'on jouait beaucoup au fantasy NBA, la Trash Talk Fantasy League, pour tous les amateurs de NBA qui doivent Bien connaître, sûr. euh, sur une discussion qu'on avait comme ça avec des copains où on parlait de nos pics, tout ça, il y a quelqu'un qui fait Pierre, on vient de lancer un truc côté football américain, ça te dirait Je leur fais j'y connais absolument rien, mais s'il vous faut quelqu'un, je veux bien donner un coup de main, quoi. Enfin, faut juste choisir des joueurs et puis voir ce qu'ils font. Bon, ils sont probablement pas Rien de très bons, mais on compliqué, peut ouais. rigoler, quoi. En soi, on n'est jamais le dernier si on veut pour rigoler, quoi. Donc voilà, et puis sauf que une année passe, et du coup, je me suis mis à regarder de temps en temps, enfin, très très rarement, comment le football américain. Genre, j'avais dû regarder 2 fois dans l'année parce que je connaissais personne. Littéralement, je pense que les seuls mecs que je connaissais à l'époque, c'était Tom Brady, quoi. Vu qu'à cette période-là, c'est vraiment tout ce que t'entends. Et, euh, ce que je m'étais dit, tiens, je vais quand même regarder pour voir c'est quoi le sport, comment ils font, qu'est-ce qu'ils font mes joueurs un petit peu, quoi, dans la vraie vie. Et sauf que du coup, j'ai commencé à regarder et à bien kiffer parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Red Zone qui a lieu tous les dimanches soirs et qui est une émission qui passe tous les matchs en même temps. Et ça ressemble un peu au multifoot que tu peux avoir sur la Ligue 1, ou comment qui passe Bien sûr. de but en but. C'est un peu la même idée où tu passes de touchdown en touchdown, de bonne action en bonne action et de moment critique en moment critique. Donc c'est quelque chose qui est très sympathique à regarder pour découvrir et qui aussi élimine aussi la partie peut faire peur à certains ou le football américain qui est très un jeu stop and go où ça joue, ça s'arrête, ça joue, ça s'arrête. Avec ce genre d'émission, du coup, tu passes que sur des moments de jeu, donc t'as jamais d'arrêt et donc ça reste beaucoup plus intéressant. Et donc, sauf que j'ai commencé à apprécier. Et commencé à apprécier. Et donc, comment je t'ai parlé du fait que j'étais rugbyman. Et comment il me semblait à ce moment-là, j'étais là, tiens, j'avais cru lire à l'époque, j'ai cru voir, tiens, il y a un rugbyman, un international anglais, qui tente l'aventure de la NFL. Bon, tu sais quoi, je vais le suivre. Pas commun. Et donc, du coup,
Ouais, non, déjà, c'est peu commun. D'ailleurs, il y a un nouvel international, pas anglais ce coup-ci, mais gallois, qui va faire le même chemin cet été. Cet été. Donc, à l'époque, c'était Christian Wade, du coup, international anglais, et qui jouait en première division comment, anglaise de rugby, comment, au Wasps. Donc, c'était en 2018-2019. Et comment cette année, il y a aussi Louis Riz-Zamid, donc l'ailier des Gallois, qui était une des figures montantes du rugby gallois, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans l'émission sur Netflix, là, sur le 6 Nations, qui vient juste de sortir. D'accord. Il y a des petits passages sur lui encore. Donc c'est une superstar galloise et qui a décidé, il y a 3 semaines, de tenter l'aventure NFL aussi. On ne sait pas où est-ce qu'il va finir encore, mais il tente un peu la même idée, vu qu'il y a quand même des petites similitudes quand même entre le football américain et le rugby. Bien sûr. Il y a manière de déployer tes talents dans un sens ou dans l'autre. Et donc, du coup, Christian Wade, qui est sélectionné par les Bills, et je me dis, bon, je vais suivre les Bills. Et sauf que, il y a un peu ce côté, tu tombes amoureux de la franchise où la franchise fonctionne bien. Le groupe de supporters est incroyable. Quand tu regardes un peu sur Twitter et tout, sur la version US, enfin, il y a des trucs de ouf, ça se déplace, c'est positif, et puis petit à petit, t'es piqué, quoi. Ça clique. Et donc voilà. C'est ça, hein. C'est ça. Et donc du coup, Christian Wade, il a démarré le football américain en début d'année, pour la saison 2019. Du coup, si je t'en fous, je vais vérifier Si, ça. c'est ça, ouais, 2019. C'est ça, donc pour la saison 2019, donc c'était la deuxième saison de Josh Allen. Comment ils sont arrivés, il est arrivé un an après. Et donc du coup, depuis je suis ça à plein temps. Donc j'ai commencé à regarder un peu en 2018 et à partir de 2019 devenu fan et à partir de 2020 du coup, comment j'ai commencé à intervenir sur le compte Bills France, donc Bills_France. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, donc c'est une autre personne, Guillaume, qui est toujours sur le compte à l'heure actuelle. On est 3 sur le compte, Guillaume et Corentin, sur lequel du coup on fait notre podcast, on fait nos live tweets, du coup on présente les matchs, on explique les matchs, ce qui se passe, pour donner notre avis aussi. Et donc du coup on est tous les 3 à faire ça. Le compte lui a été créé en 2017, mais Guillaume est quelqu'un qui suivait les Bills depuis plus longtemps. C'est juste que avant, c'était pas Bien sûr, ouais. forcément très très développé ce genre d'idée des comptes de franchise comment à droite à gauche, et Twitter était pas non plus très très développé avant ça non plus. Et donc moi je suis sur le compte depuis entre 2019 et 2020, je sais plus exactement quelle date. Et depuis, on fait partager notre franchise. On essaye de donner des indications aussi, parce qu'il y a certains qui aiment le foot américain, mais qui n'ont pas forcément aussi des bons niveaux d'anglais ou quoi que ce soit. Donc, il faut des fois un peu expliciter et donner des détails, sachant que tout à l'heure, j'ai parlé de cap space, tout ça. Donc, il y a plein de trucs un peu tricky sur les bords, qui peuvent être compliqués à comprendre, que ce soit sur la gestion financière, des fois sur les règles aussi, parce que un peu comme le rugby, c'est que le football américain, c'est un jeu avec beaucoup de règles différentes. Ça peut être particulier. Donc l'idée, c'est juste de partager le fait d'être fan, quoi, et d'avoir des gens avec qui discuter de ça. Bah écoute, très, très belle histoire, encore une histoire différente. Et j'adore écouter ces belles histoires de personnes qui tombent amoureux d'une équipe de chaque façon différente. Donc merci pour ça. Donc du coup tu disais tu as rejoint le compte France en 2020, si j'ai bien C'est écouté. ça. Ouais, ouais. Donc voilà, pourquoi qu'est-ce qui t'a poussé justement à rejoindre le compte qu'est-ce qui te disait bah tiens je veux passer de pas forcément de simple supporter à vouloir partager un petit peu plus avec les gens et je pousse un petit peu plus ma question, même au niveau de ta façon de supporter. Il y a la Red Zone donc, qui est tous les dimanches, heure française, je crois que c'est 20h ou 19h. 19, ouais, mais ouais. 19, mais il y a aussi les matchs en semaine, parfois dans la nuit. Je pense au Monday Night Live, Sunday Night Live, etc. Sunday Night Football, pardon.
Donc, est-ce que tu arrives à suivre tous les matchs? Comment tu t'y prends et même comment vous vous organisez parfois sur le compte? J'imagine que certains quand même ne peuvent pas voir tous les matchs toutes les nuits. Euh, Explique-moi un petit peu en détail ton processus, si je puis dire de. Ok. Donc, du coup, bah, comment je suis arrivé à intervenir et passer de simple supporter à personne un peu plus active? En fait, c'est simplement que du coup, il y avait une conversation qui avait été créée sur Twitter, genre juste un groupe de MP comme ça, où les gens pouvaient discuter un peu plus librement que juste en commentant comment sur les publications Twitter. Et du coup, sauf que bah, au bout d'un moment, les gens ont vu que bah, je m'impliquais beaucoup, je parlais beaucoup, j'étais tout le temps là, je parlais, j'explicitais, je donnais mon avis, un avis qui est propre à chacun, mais qui était assez argumenté et où on voyait il y avait du football derrière, alors qu'en soi, il n'y en avait pas beaucoup en termes d'historique, mais par contre, ouais, j'en ai bouffé en très peu de temps, j'ai bouffé beaucoup de football américain et comment pour avoir un niveau correct. Et en fait, comment bah, c'est Guillaume et Corentin qui m'ont dit bah Pierre, si ça te dit, nous on apprécierait t'avoir avec nous sur le compte pour bah, partager, avoir pour comment faire live tweet, donner ton avis, tout ça aussi, et partager ce côté fan. Et c'est aussi aussi d'un côté pour que bah, tout le monde, que ce soit plus facile à gérer, comment pour tout le monde, sachant que Guillaume est plus âgé que Corentin et moi. Enfin, je dis plus âgé, n'allez pas le prendre pour un grabataire non plus, hein, mais c'est juste que lui est père de famille et donc a d'autres obligations, alors que Corentin et moi sommes plus jeunes et avons moins de 30 ans. Donc voilà pourquoi, comment j'en suis arrivé à, à passer de supporter je vais pas dire média, mais personne qui partage son opinion un peu plus publiquement. Ensuite, sur le côté, comment est-ce que ça a changé ma vision de supporter? Bah, le côté red zone, c'est clair qu'une fois que tu choisis ton équipe favorite, tu regardes un peu moins le red zone parce que tu veux pouvoir voir tous les plays du match de ton équipe. Comment chose que beaucoup de font, c'est que les gens vont se faire un espèce de double écran avec d'un côté le match de leur équipe qu'ils vont regarder comment totalement, et dès qu'il y a des moments de creux, enfin des pubs ou quoi que ce soit, bah tu tournes l'œil et tu regardes le red zone histoire de continuer à voir du football et voir un peu ce qui se passe un peu aussi globalement dans toute la NFL. Mais donc voilà, après, moi, ça n'a pas changé grand-chose. Comment, il y a peut-être plus certaines fois où quand tu fais le live tweet ou quoi que ce soit, donc le live tweet, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est expliquer enfin, c'est dire ce qui se passe par tweet, parce qu'il y a certains gens qui ne peuvent pas voir le match ou quoi que ce soit, et qui suivent le match à travers comment ce que tu écris, où tu vas dire, bon, bah, du coup, sur cette action, ils ont tenté une passe sur un tracé corner, comment le défenseur a bien défendu, comment est intervenu juste avant le catch ait pu être fait. Ce genre de choses, bon, je le vends pas très bien comme ça, mais comment ça permet de discuter, d'avoir et de voir le match d'une autre manière. Ouais, une interaction aussi avec les gens qui regardent aussi en même temps. Totalement, totalement. Euh, mais donc ça change un peu ta vision, ça change pas ta vision du match, mais ça change un peu ta façon de consommer le match. Vu que du coup, bah, t'es en train de tweeter en même temps. Comment ça demande aussi un peu de dextérité Des pour gymnastiques savoir intellectuelles. c'est ça, genre quoi écrire, comment l'écrire de manière à ce que bah, tu prennes pas de retard aussi. Comment savoir ce qui s'est passé. Donc non, c'est des petits exercices sympas, mais c'est surtout l'idée, c'est de partager et de pouvoir interagir. Et comment j'ai déjà oublié la fin de ta question. Non, non, je te demandais juste si toi, du coup, tu pouvais regarder tous les matchs, comme il y a des matchs en Ah oui, semaine, il y a oui, des matchs oui. sur la nuit, donc est-ce que tu te contentes simplement du multi, entre guillemets, de la red zone le dimanche soir, ou quand ça change un petit peu, tu arrives Ouais. quand même à regarder? Alors du coup, ouais, pour te parler de ça, du coup, pour ceux qui connaissent pas la NFL, la NFL, tu as comment 90% des matchs qui ont lieu le dimanche. Comment le dimanche, il y a trois slots possibles. C'est soit match à 19h, soit match à 22h30, soit match à 2h30. Et sinon, il y a donc sur tous les autres matchs de la semaine, tu as un match le jeudi soir et un match le lundi soir, comment à 2h30 respectivement chacun, Mm. parce que c'est l'équivalent prime time pour les US. Ouais. Du coup, globalement, je manque quasiment aucun match. Là, il y a juste cette année où comment j'ai manqué le match qui avait lieu le 31.
le 31 décembre parce que c'était un match qui était assez peu intéressant. Et que bon, je me suis dit aussi, j'ai envie de profiter aussi avec mes copains de mon nouvel an. Mais globalement, non, j'ai la chance d'être en télétravail et de faire un taf de bureau. Donc, je peux aviser mes horaires ou quoi que ce soit. Donc, je regarde 99% des matchs en live. Il y a bien quelques fois où tu es trop fatigué, tu n'arriveras pas à te réveiller pour un match à 2h30. Mais globalement, je regarde. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. On est team malade ici, donc il n'y a aucun souci. Et donc, ouais, non, globalement, on peut regarder tous les matchs en live et ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Et il y a des moyens et légaux et illégaux de regarder les matchs. Eh ben, écoute, super. On peut avancer un petit peu plus et rentrer dans tes souvenirs, dans tes déceptions pour qu'est-ce qui te. Voilà, je sais pas. Généralement, je demande un top 3 ou en tout cas trois faits marquants, que ce soit positif ou négatif. Qu'est-ce que tu. Si tu avais trois choses à dégager, trois moments qui t'ont marqué depuis que tu suis les Bills, lesquels ce serait ou juste deux. Si tu n'en as que deux, y a aucun souci. Je te prends J'en peut-être ai, de j'en ai, court. non, non, du coup, j'avais vu que tu m'avais envoyé quand même les questions que tu allais me poser, j'ai pu y réfléchir. Génial. Euh, mais il y a plusieurs, j'ai 3/4 moments dont je pourrais te donner Moment, anecdote. Eh ben écoute, c'est ton qui sont tous podcast, hein, c'est relativement récents. c'est ton podcast aussi, donc il y a pas de souci. Je te laisse la parole. Et s'il y en a quatre, s'il y en a cinq, y a aucun souci pour moi. Il y a la première partie, ce sera du coup sur la saison du coup 2021, donc qui commence en septembre 2021 jusqu'en février 2022. Arrivé en playoff, premier match de playoff, on joue contre les Patriots, donc déjà match de rivalité et match contre un ennemi de la division. Même si les Buffalo Bills étaient favoris, comment les Patriots, ça reste l'équipe qui a dominé la NFL pendant très longtemps. Donc ça reste toujours, on a toujours un peu cette crainte d'eux. Mais là, ça va être un match avec un super souvenir parce que c'est le premier match parfait de l'histoire de la NFL. Donc ça veut dire que sur tous les drives que les Bills ont joués en attaque, sur tous les drives, on a marqué un touchdown. Le seul drive où on n'a pas marqué de touchdown, c'est le dernier. On a récupéré la balle dans les 2 dernières minutes. On a juste posé le genou au sol et fait écouler le temps et le match était terminé. Et donc on a gagné 47-17 et c'était un découpage en règle des Patriots. Et franchement, c'est un souvenir ultra positif parce que c'est vraiment, genre, t'as l'impression que tout est parfait, tout va bien, parce que des fois, t'as des gros scores ou quoi que ce soit, t'as des grosses branlées qui peuvent être mises par des équipes à d'autres en NFL, ça arrive. Mais le fait d'avoir tous les drives qui vont marquer un touchdown, ça n'était jamais arrivé, c'était vraiment incroyable, c'était un côté machine inébranlable, inarrêtable, et c'était vraiment, vraiment impressionnant. Le problème, c'est que dès la semaine d'après, il y a eu un mauvais souvenir et un souvenir qui piquera et qui ressemble du coup au souvenir de la perte des 4 Super Bowl, mais pour les personnes un peu plus jeunes, parce que on a beaucoup à ne pas avoir vécu de notre vivant cette perte des 4 Super Bowl, c'est que le match, la semaine d'après, on jouait les Kansas City Chiefs en Divisional, qui est le next round des playoffs. Et c'est un match aussi qui part dans tous les sens, qui finit à 42-36, avec 28 points marqués dans le dernier quart-temps, où ça se répond, ça fait que attaquer dans tous les sens. C'est vraiment un match pour lequel mon cardiologue était très heureux parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec lui après ça. Mais en vrai, c'était vraiment impressionnant de se retrouver devant ce match qui est un des plus beaux matchs de la dernière décennie, si ce n'est plus. Malheureusement, ça se termine très mal avec du coup, on redonne la balle menant de 3 points à 13 secondes. Enfin, on marque un touchdown alors qu'il reste 13 secondes.
Et les Chiefs arrivent à marquer un field goal, donc un coup de pied en 13 secondes. Ils égalisent du coup playoff, overtime, on perd. Donc de ce côté-là, c'est très 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 mauvais souvenir parce que ce côté où déjà quand à 1 minute 50 du terme, on repasse devant, on repasse à 29-26. Mais 1 minute plus tard, pareil, on se reprend un touchdown. Donc on perd 33-29 à ce moment-là. Puis avec 3 secondes, donc après 45 secondes de drive seulement, on arrive à marquer aussi. Et donc là, on mène 36-33 et on finit par se faire égaliser sur une défense qui a joué totalement à l'envers là-dessus. Donc c'est vraiment un souvenir assez traumatisant, ces 13 secondes. Et malheureusement, ça restera pour un bon moment. C'est vrai qu'il y a ce côté en plus Donc ça, une semaine d'intervalle où ça fait ascenseur émotionnel, quoi. ah bah c'était vraiment horrible, c'était vraiment genre, tu vois, il reste 2 minutes, tu marques un touchdown, t'es là, oh je suis devant, trop bien. 29-26, c'est bon, 2 minutes, normalement, vas-y, c'est pas facile de marquer un touchdown dans 2 minutes. Bien Tac, sûr, ouais, c'est vrai que c'est 52 pas souvent. secondes, 52 secondes, ils arrivent à marquer, tu fais, oh bon sang, mais on est maudits et tout. Et là, comment tes propres Bills qui eux aussi deviennent, enfin, deviennent trop forts, enfin, ils étaient déjà trop forts, mais qui sortent un drive impossible en à peine 45 secondes, tac, tu remets un touchdown, t'es là, mais what, mais qu'est-ce qui se passe, c'est impossible. Et tu finis par ce pouce de vache là où tu te défends n'importe comment pendant 13 secondes et tu concèdes le field goal et après c'est les règles de l'overtime où comment si tu prends la balle directement et que tu marques, comment bah c'est gagné. Un touchdown. Si c'était juste un field goal, là, on avait l'option. Du coup, à cause de ce match et à cause du match des Chiefs de l'année dernière aussi ou l'année d'avant, c'est eux qui ont subi ça, ce côté où en overtime, ils n'ont pas eu la balle et les Patriots avaient gagné. Du coup, maintenant, la règle a changé pour les playoffs où du coup, les deux équipes ont la chance d'avoir la balle quand même. Donc, ça donne un peu plus Un peu plus équitable. c'est ça, d'équité. Donc ouais, donc un souvenir ultra positif et un autre plus négatif. Enfin, bon, le résultat est négatif, mais c'était un match incroyable quand même. Donc, Des émotions coup plus, sur coup, contradictoires, hein, si on peut c'est dire. ça totalement. Totalement. Et comment l'autre souvenir comment que je vais pouvoir te donner, qui est un souvenir qui est plus côté émotion, qui date de l'année dernière. Donc en fait l'année dernière, comment pour Buffalo, ça a été une année très compliquée. Le bilan est positif, on finit en 13-3, mais ça a été très très compliqué. Il y a eu, pour information, un attentat à Buffalo dans un supermarché en tout début de saison. Ensuite, pendant la saison, il y a eu des problématiques il y a eu un énorme blizzard qui a fait plus de 50 morts à Buffalo pour des gens qui ont été bloqués à l'extérieur, qui n'ont pas pu rentrer chez eux et tout. Donc, c'était compliqué à Buffalo quand même toute cette saison-là. Et en plus de ça, en semaine 17, on jouait les Bengals et on a un de nos joueurs qui est mort et ressuscité sur le terrain. Comment il a pris un choc, qui n'était pas plus violent qu'un autre, honnêtement, hein, sachant qu'en plus il a le plastron et tout. Et c'est juste, en fait, le choc est tombé en même temps qu'une fibrillation cardiaque. Et en fait, c'est vraiment la microseconde, et encore, je pense que ça se joue à plus faible encore. Et il y a son cœur qui s'est arrêté à cause de ça. Donc du coup, c'était vraiment, vraiment traumatisant. Je regardais le match en live. Tu vois, au début, tu fais bon, bah, il a pris un coup, mais bon, ça va. Ou tout au plus, bon, il a peut-être pris un KO. Bon, c'est dommage, mais bon, Il se il y relèvera a comme pas tous mort les d'homme. autres, quoi. C'est ça, tu te dis littéralement, il n'y a pas mort d'homme. Et en fait, et tu vois tout le monde qui est le genou au sol autour de lui. Tu vois les soigneurs qui sont sortis très très vite. Tu commences à voir comment l'ambulance rentrait sur le stade. Tu fais, waouh, c'est bizarre et tout. Et tu vois vraiment tous les joueurs pleurer. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Et même moi, j'étais pas bien. Enfin, je sais qu'on en parlait avec d'autres gens genre, en même temps, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, t'as envie de chialer aussi, quoi. C'est compliqué. Et donc, du coup, il a fait ça. Ils ont pu faire redémarrer son cœur. Son cœur a relâché après quand il était en transport vers l'hôpital. Et qu'ils ont réussi à le refaire repartir une deuxième fois. Donc, Damar Hamlin est un miraculé. Sachant que c'est un joueur qui était normalement remplaçant, mais qui jouait titulaire parce qu'il y avait eu des blessures toute la saison, c'était compliqué aussi. Et donc c'est assez miraculeux.
Donc le match a été annulé, n'a pas repris après ça. Et le match suivant, en fait, on joue contre les Patriots encore, donc là, ça n'a rien à voir avec la rivalité particulièrement. Mais enfin, tu vois qu'il y a des émotions, il y a tout le monde qui a un peu peur. Comment on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Est-ce que ça pourrait pas arriver à quelqu'un d'autre aussi, quoi, malheureusement. Et sur le coup d'envoi du match, donc le coup d'envoi en NFL, c'est un grand coup dans le ballon pour essayer de faire reculer au maximum l'équipe, pour lui qu'il ait le plus de terrain à repartir. Et là, on a Naïm Hines qui récupère le ballon et qui remonte tout le terrain. Et c'est vraiment un sentiment improbable, une espèce de libération à ce moment-là, genre en mode bon, c'est bon, on peut passer à autre chose, parce que du coup, on avait eu l'information à ce moment-là que c'est bon, il est en vie. On ne savait pas s'il allait pouvoir rejouer au football ou quoi que ce soit, mais déjà, il est en vie. Et c'était déjà une victoire de ouf. Et là, il y a ce côté, genre, début de match, et il traverse le terrain comme ça, genre, fendant les eaux. C'est compliqué à expliquer parce que si tu revois juste l'action comme ça, tu vas dire bah ok, très belle action, incroyable et tout, mais le côté émotionnel derrière, parce que ça fait suite à ça, c'est vraiment t'as le côté un peu les nerfs qui craquent à ce moment-là, Bien tu fais sûr. waouh, wow, c'est Et quelque part, tu essaies d'effacer directement le mauvais souvenir de c'est la semaine ça, passée. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bon gré mal gré, pour information, Damar Hamlin a joué cette saison avec les Bills. Il a été autorisé, donc après multiples examens médicaux et tout, il a été autorisé. Bon, il a beaucoup moins joué parce que tout simplement, avant, c'était déjà un backup qui jouait parce qu'il y avait des blessures. Là, il n'y a pas eu trop de blessures, du coup, il a beaucoup moins joué. Mais il fait partie de l'équipe, il a joué un petit peu quand même. Et donc voilà, c'est la belle histoire. Après, il y a certains qui vont dire oui, mais vous l'avez gardé simplement à cause de la belle histoire. Non, c'est que c'est un bon backup. Bon, malheureusement, il y a des chances que cet été, il quitte l'équipe parce que bah, sinon, il va coûter trop cher. Mais après, ça, c'est le business derrière la NFL avec le fait d'avoir un cap space limité. Et donc voilà les trois souvenirs que je t'ai donnés, un très Merci. positif, un négatif qui fait suite au positif, et le dernier avec un mi-chemin sur deux matchs avec un truc horrible mais plutôt positif, mais qui s'en sort Qui se bien, termine et bien. ce côté de libération sur le match suivant directement pour démarrer. Et pour la petite histoire, Naïm Hines, du coup, sur running back, a remis un autre kick return comme ça dans le match un peu plus tard. Très bien. Et assez improbable. C'était la première fois qu'il y a quelqu'un qui mettait un double kick return touchdown comme ça depuis 2003, quelque chose comme ça. Donc, tu te dis, il se passait quelque Ouais, chose. Mais malheureusement, c'était au-delà c'était mystique plutôt. un peu, un peu, un peu. Bah écoute, merci pour ces beaux et moins beaux souvenirs, même si on a quand même une histoire qui se termine bien. Euh, on va prendre les 10 dernières minutes hein, de ce podcast. Je sais que t'es un petit peu pressé par le temps, donc ça sera un petit peu moins longtemps que les semaines passées, mais ça n'est pas moins intéressant. Hein, ne te méprends pas. Pour revenir un petit peu sur la saison qui vient de se finir, la saison s'est finie un petit peu brutalement avec une défaite face aux Chiefs, la semaine passée. Qu'est-ce que tu retiens de la saison? Vous avez été champion de votre division, mais la route des playoffs s'arrête peut-être un petit peu trop tôt. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison et qu'est-ce que tu vois pour l'avenir, pour cette franchise? Un dernier point ouais, sur l'actualité des Bills. Yes, bah, du coup, une saison qui, si on regarde juste le bilan final à 11-6 et champion de l'AFC East, qui peut sembler positive, mais il faut savoir que ça a été une saison très, très, très compliquée avec dès la semaine 4 et 5, des blessures des blessures fin de saison pour des joueurs très importants et qui étaient leaders en défense. Et donc, on a passé ensuite toute une partie de la week 5 à la week 10 où vraiment on galérait parce que notre défense, bah, c'était des nouveaux qui jouaient, qui n'avaient pas forcément et l'expérience et le niveau. Et donc, bah, faut réussir à retrouver une cohésion d'équipe. Et donc, ça a été très, très compliqué. On est arrivé en week 12, on était à 6-6. Donc, 6-6, théoriquement, il te reste 10% de chance d'aller en playoff, pas beaucoup plus. Mais en fait, à 5-5, on a décidé de licencier notre coordinateur offensif
Et ça a plutôt bien fonctionné parce que, hormis une petite défaite en overtime contre les Eagles, sur le reste du temps, on fait un 6-1 pour finir la saison. Et du coup, on finit à 11-6 avec en plus une victoire contre les Dolphins qui avaient jusqu'à 3 victoires d'avance dans la division cette saison. Et finalement, on vient chez eux les battre pour de reprendre ce qui nous revient, qui est la couronne de la division Est. Donc, très, très, très compliqué avec beaucoup de blessures. Et finalement, tu arrives quand même à avoir une saison régulière qui, de l'extérieur, semble correcte, mais a été très compliquée. Et derrière, bah, c'est le moment des playoffs, sauf que bah, tu commences les playoffs en ayant fait. On avait été assez épargné par les blessures depuis les énormes blessures qu'on avait eues en week 4 et 5. Mais il a fallu que en fait, ça nous retombe dessus juste en week 18, donc contre les Dolphins, juste au moment avant les playoffs, où ça a été une véritable hécatombe là encore. Et malheureusement, on arrive à gagner contre les Steelers au premier tour des playoffs assez tranquillement, mais ce qui était attendu. Et finalement, du coup, on tombe contre les Chiefs encore une fois en divisional, donc le deuxième tour des playoffs, comme dimanche dernier, 27 à 24, où l'attaque a encore une fois très bien fonctionné, mais malheureusement, bah, déjà que la défense avait été totalement décimée toute la saison de par les gens qu'on avait perdus, il y avait des joueurs qui étaient un peu, qui avaient élevé leur niveau pour répondre au présent, mais c'est des joueurs qu'on a perdu sur blessure en week 18. Certains sont revenus pour ce match de divisional, mais tu voyais qu'ils n'étaient pas à 100% et c'était compliqué. Il y avait vraiment des joueurs qui bah, ne devraient pas être titulaires, quoi, mais qui sont titulaires simplement à cause des blessures. Après, c'est le sport, hein, c'est comme ça fonctionne comme ça. Mais c'est assez frustrant de ce point de vue-là. Après, les Chiefs ont mérité leur victoire aussi, il n'y a aucun doute. Mais tu te dis que bon, si l'équipe était au complet, est-ce que c'était la même chose? Je ne pense pas. Mais bon, tu n'as pas le choix avec les blessures. Un petit peu de Donc, frustration. c'est ça. Bah, c'est plus que de la frustration, c'est de la déception. Ouais. Parce que la frustration, on savait déjà à l'entrée dans les playoffs qu'on était un peu décimé. Déjà, pendant toute une partie de la saison, on était déjà en train de se dire, bah, je sais même pas si on arrivera à faire les playoffs, hein, parce que c'était compliqué, le bilan n'était pas bon. Donc déjà, on arrive à finir en playoffs, ce qui était déjà une première victoire. Remporter la FC East, deuxième victoire. Et comment ne pas être ridicule en playoff, troisième victoire. Même si l'objectif c'est toujours de gagner le Super Bowl, bah là, déjà avant le match, il y a beaucoup, on était en paix avec nous-mêmes, avec bah, si on gagne, on gagne. Si on perd, bah, en même temps, on joue avec. C'est comme si tu jouais avec. Tu faisais monter tous les espoirs pour jouer en défense. Soit bah, tout de suite, c'est plus compliqué quand en face tu joues contre Maradona parce que tu joues contre le meilleur, le deuxième, enfin l'autre meilleur quarterback de la ligue qui est Patrick Mahomes. Comment beaucoup diront que c'est le numéro 1 et Josh est peut-être numéro 2. Moi, je dis que c'est un A, un Ah, bis inter, quoi, les deux un peu égalitaires. Et deux joueurs exceptionnels. Et effectivement, bah, sauf que quand tu as un joueur exceptionnel en face et que tu joues qu'avec tes petits jeunes et compagnie, bah, c'est plus compliqué. très bien. Donc voilà pour cette saison. Donc un peu décevant, même si faut aussi se rappeler que bah, les Bills reviennent aussi d'une période de 17 ans où comment ils n'avaient même pas en playoff, c'était nul à chier. Donc là, c'est sûr que c'est pas le Super Bowl, c'est triste, mais c'est pas non plus une saison catastrophique. Déjà, on gagne des matchs, on n'est pas juste à se prendre des branlées tous les week-ends et tout. Donc ça reste. Faut... C'est sûr que c'est dommage de pas être au bout, mais faut apprécier ce qu'on a aussi quand même. Le chemin est long. Quels sont, ce sera ma dernière question. Quel est l'axe de progression pour la saison prochaine? On sait que le processus, de toute façon, pour aller gagner un Super Bowl ou n'importe quel titre dans n'importe quel sport est long. Quel axe tu pourrais donner à cette équipe? Bah, en fait, ça va être surtout d'avoir tout le monde qui revient bien en forme et sans blessure, parce que en fait, le fait d'avoir un cap space limité en NFL fait que, tu dois bien drafter. Donc, il y a tout le système draft où tu sélectionnes les jeunes joueurs qui sortent de l'université. Donc, du coup, il faut limiter les erreurs là-dessus, avoir des mecs qui produisent directement, qui sont bons.
ton argent sur lequel les mecs sur lesquels tu investis de l'argent. Donc, typiquement ton quarterback, mais bon, ton quarterback, nous, il n'y a pas de problème, il fournit comme il faut. Et le deuxième, c'est qu'on avait recruté Von Miller, donc un defensive end, donc j'ai pas d'autre mot, c'est un mec en défense qui va chasser le quarterback, à qui on a payé un contrat de superstar, parce que c'est une superstar, mais malheureusement, il s'est fait les croiser en novembre, pas 2023, mais 2022. Et là, quand il est revenu cette saison, bon gré mal gré, on voit qu'il est revenu, il pouvait jouer, il n'avait pas encore récupéré tout son niveau. On l'a revu simplement un tout petit peu sur le match contre les Chiefs, où on a revu des flashs, et on se dit que bon, en fait, de toute manière, le 1 an tout court pour les croisés, c'est tu peux rejouer, mais ça reste le football américain, ça reste des sports où ton genou doit faire des angles un peu particuliers si tu veux Bien être au sûr, ouais. top de ton niveau physique. Et donc le 1 an, t'es pas encore bien revenu. Donc là, l'idée c'est d'avoir tout le monde en forme et revenu à son meilleur niveau. Comme on a vu aussi l'émergence de plusieurs jeunes talents dans notre équipe. Donc il va falloir continuer. Il faut continuer à s'améliorer, ne pas faire d'erreurs et voilà. Hein, de toute manière, tant qu'on aura Josh Allen, Tout on aura ira une bien. chance. C'est ça, tout ira bien. Je ne sais pas, mais tant qu'il est là, on a une chance d'aller au bout. Bah Donc écoute, aujourd'hui, il a le même âge que moi, c'est un 96. Donc c'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas pris sa retraite, tant qu'il sera à Buffalo, on supporterait, on pourra espérer aller au Super Bowl. bah écoute, c'est bien, ça va faire quasi 1 heure qu'on est ensemble, Pierre. Je vais pouvoir bientôt te libérer de tes fonctions. Avant ça, merci déjà d'être venu, d'avoir partagé sur les Bills. Euh, Franchement, ça m'a fait super plaisir d'avoir de la NFL. J'espère que ça fera plaisir aussi aux gens d'en découvrir un petit peu plus sur ce sport et sur cette franchise qui est pas du tout la plus connue. Moi, j'en ai appris beaucoup pendant cette heure avec toi. Je te remercie une nouvelle fois. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi personnellement, Pierre, pour la suite? Bon, rien de particulier, hein, la santé et comment que tout se passe bien. Aujourd'hui, là, du coup, on entre pour l'équipe dans la partie de off-season, où ça va être un plus des parties de free agent, donc de transfert et de draft. Et donc, c'est peut-être ce que tu peux nous souhaiter, c'est de trouver peut-être les futures pépites de demain. Les petits ajustements Dans cette... nécessaires. C'est ça. Eh ben écoute, je te souhaite le meilleur au Bill, je te souhaite le meilleur à toi aussi, Pierre. J'espère que ma voix était pas trop mal pour ce podcast, puisque voilà, j'ai été testé positif au Covid-19, hein, qui est toujours existant. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop dérangeant. Merci encore, Pierre, pour ton intervention. Vous avez un podcast aussi, là, tu me disais, du coup. Pour parler des Bills. Donc on peut vous retrouver sur @BillsFrance, sur Bills_France sur Twitter, et du coup sur votre podcast qui est... Il s'appelle Big Baller Bills, donc Big Baller BA2LER et Bills BI2LS, disponible et sur Spotify et sur Apple Podcast, où on revient chaque semaine durant la saison régulière, on revient sur le match qui vient de se dérouler, plus on fait une deuxième émission où on fait la preview du match qui arrive de manière un peu plus courte. Et là, bon, on est sur la off-season, donc ça va être, on va rentrer sur des podcasts qui seront plus autour de débrief de toute la saison, de projections sur qui seront nos agents libres qu'on va devoir remplacer, qui est-ce qui seront peut-être les cibles qu'on pourra viser, et la partie draft aussi sur qui est-ce qu'on aimerait drafter parmi les petits jeunes, les petites nouvelles pépites qui nous font de l'œil. Eh ben écoute, ça a l'air super intéressant. En tout cas, moi je suis du coup votre compte Twitter depuis un petit mois sur la fin des playoffs. Je kiffe beaucoup votre travail. Je vous souhaite que du bon, les gars. Merci Pierre d'être venu. Et puis, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao. Merci beaucoup, au revoir.